Il y a des gens qui naissent inachevés, pas au sens médical, au sens existentiel, comme si l'univers avait commencé à sculpter une personne et s'était arrêté en chemin, avait laissé des outils là où auraient dû être des mains, laissé des lames là où aurait dû être le toucher. Et la question n'est jamais « Qui a fait ça ?» La question est « Que fais-tu quand ton existence même est un danger ? Quand aimer signifie blesser ? Quand appartenir exige que tu sois utile, mais que ton utilité finit par saigner ?» Mary Shelley l'a compris il y a 200 ans. Les monstres ne naissent pas, on les crée. Et parfois, pas par leurs propres mains, mais par les regards. L'inventeur d'Édouard, aux mains d'argent, arrive avec une boîte. Dit qu'il voulait attendre jusqu'à Noël, mais n'a pas pu. L'impatience est presque tendresse. Il ouvre, montre les mains. Des mains humaines, vraies dans la boîte. Édouard veut les toucher, veut comprendre, veut toucher ce qui enfin le compléterait. Et à cet instant précis, le cœur de l'inventeur s'arrête. Il tombe au sol, mort, les mains détruites par les ciseaux, blessé, inutile, gisant près du Créateur qui n'a pas su attendre Noël. Frankenstein le savait déjà en 1818. Victor a fui la créature par rejet viscéral. Créature qui aurait pu être n'importe quoi, devenue monstre par la façon dont on l'a traité. L'inventeur d'Edward n'a pas fui. Il aimait, voulait donner la complétude, voulait partager la joie, et est mort touché par ce qu'il a créé. Un temps indéfini passe. La solitude n'a pas de calendrier, jusqu'à ce que la société bien intentionnée monte la colline. Peg Boggs trouve Édouard et voit un projet inachevé. Pauvre petit sans main. Décide d'aider comme les gens bien intentionnés aident. Intégration forcée. L'amène dans le quartier de banlieue parfaite. Maison colorée, pelouse symétrique, famille souriante. Salut par la normalisation. Sans demander si Edward veut. Sans demander s'il est prêt. Edward va dormir dans la chambre de Kim. Elle est partie en camping. Mais sa présence est là, dans les photos, les objets, les souvenirs sur les murs. Il regarde ces images avec révérence silencieuse. Émerveillement. Comme quelqu'un qui voit une fenêtre vers un monde impossible. Ce n'est pas encore de l'amour. C'est une prédisposition. Comme si quelque chose en lui savait déjà que ce visage changerait tout. Kim rentre plus tôt que prévu. Entre dans la chambre sans savoir qu'il y a quelqu'un. Ils sursautent, tous les deux, en même temps. Freud avait un mot pour ça. Das Unheimlich. L'inquiétant. Ce n'est pas le complètement étranger qui effraie. C'est le presque familier, avec quelque chose de légèrement déplacé. Ce qui devrait être connu, mais qui a une faille générant l'inquiétude. Edward a un visage humain, des yeux, parle, presque convainc. Mais le métal où devrait être la chair trahit tout. Cette presque humanité perturbe plus qu'un monstre évident, parce que le monstre, on le catégorise. Édouard ne rentre dans aucune case, reste dans les limbes. 3 types de regards surgissent dans cette histoire. Kim, qui d'abord a eu peur, Peg, qui d'abord a aimé, et le peuple qui toujours a utilisé. Au début, la nouveauté dépasse l'inconfort. Les voisines encerclent, curieuses, touchent, attention aux ciseaux, rien nerveuse. Et quelque chose de plus sinistre que la simple curiosité commence. Foucault a écrit sur les sociétés disciplinaires, sur comment les communautés surveillent, jugent, façonnent. Le voisinage n'accepte pas la différence, tente de la normaliser. Tu devrais ouvrir un salon. Tu as tant de talent. Tu pourrais être si utile. Chaque phrase est une tentative d'encadrer, de discipliner.
Edward peut exister du moment qu'il sert. La surveillance est constante, les rideaux bougent, chuchotement au coin de rue, regard évaluant. Toujours utile? Toujours sûr? Et puis Joyce voit une autre utilité possible, tente de le séduire, se déshabille en attendant réciprocité. Edward, dans l'innocence, commente avec la famille Boggs, sans malice, parce qu'il ne sait pas qu'il devrait cacher. Joyce se retourne. J'ai toujours su qu'il avait quelque chose qui clochait. Martin Buber, philosophe juif, séparait 2 types de relations. Je-cela, personne comme objet, outil, moyen pour une fin. Je-tu, reconnaissance de l'autre comme sujet plein. Joyce incarne le je-cela dans sa forme la plus nue. Edward sert tant qu'il est objet. À la seconde où il l'humilie, sans intention, devient menace. Et ce n'est pas seulement elle, tous. Joyce, l'objectif par désir, les voisines par utilité, Jim par manipulation. Personne ne voit Edward. Tous voient ce qu'ils peuvent tirer de lui. Sartre a écrit là-dessus, le regard qui transforme, qui vole la liberté. Edward devient fragment, morceau d'attente contradictoire, se perd dans les regards d'autrui. Quand il cesse de produire de la valeur, quand le sang remplace l'art, la société montre les crocs. Kim commence à voir au-delà des ciseaux, voit comment le voisinage l'exploite, comment Jim le traite avec mépris, comment Edward, malgré tout, reste gentil. Edward se met à vivre en fonction d'elle, protège, observe, ressent. Son amour est dévot, platonique, absolu. Elle, par contre, le voit encore partiellement comme curiosité. Il y a des lueurs de « je tue », mais le désir plein reste incertain. Quand Jim le convainc de cambrioler sa propre maison, Edward veut juste aider Kim, veut appartenir, veut protéger. L'alarme se déclenche. Edward reste coincé. Kim tente de l'aider, mais Jim la traîne de force. Après, elle demande « Pourquoi tu as fait ça si tu savais que c'était sa maison ?» Et Edward répond « Parce que tu l'as demandé. » 3 mots qui résument tout. Amour sans calcul, sans espoir de retour. Le remords qui surgit n'est pas culpabilité d'amour égoïste, mais reconnaissance tardive de l'humanité qu'elle n'a pas pu embrasser à cet instant. Les voisines objectifient par demandes esthétiques, Jim par manipulation criminelle, et Edward, voulant tant appartenir, se laisse façonner. Jusqu'à Kim, jusqu'à elle. À Noël, pendant que Kim et Peg décorent la maison de l'intérieur, Edward est dehors, sculptant la glace. Des flocons tombent comme neige artificielle. Kim sort, voit la neige, danse sous les flocons, le regarde. Pour la première fois, ne voit pas les ciseaux, voit ce qu'il crée, voit le bon cœur, reconnaît à quel point il l'aime profondément. C'est « je tue », reconnaissance d'Edward comme sujet, humain, complet. Mais ce n'est pas encore son amour plein à elle, cette admiration, compassion, peut-être remords pour ce qu'elle a tenté de manipuler avant. Buber disait que « je tue » ne se programme pas. Arrive, moment de grâce où l'autre cesse d'être objet et devient présence. Cette scène est le cœur du film. Tout ce qui vient après ne fait que confirmer ce qui est né là. Mais le monde ne permet pas que ce moment dure. Jim apparaît, menace. Dans la frayeur, les ciseaux coupent Kim. Accident, toujours accident. Mais le sang est sang. Et pour la première fois, quelqu'un qui blesse Edward ressent un remords véritable. Kim regrette le cambriolage, de ne pas avoir vu avant. À ce moment, Kim choisit. Rompt avec Jim. Pas pour Edward directement, pour elle-même. Parce qu'elle a vu la violence, le contrôle, la mesquinerie. Jim n'accepte pas.
Les hommes comme ça n'acceptent jamais. Expulse Edward en hurlant. Edward sort révolté. Coupe les vêtements qu'il portait dans une fureur silencieuse, comme quelqu'un qui retire une couche humaine qui ne lui a jamais appartenu. Le poids de ne pas être humain le fait s'asseoir sur le trottoir d'une maison. Épuisé de tenter. C'est quand le chien poilu apparaît, s'assoit à côté d'Edward, comme s'il comprenait l'épuisement. La présence silencieuse du chien montre à Edward qu'il ne peut pas voir à cause de l'excès de poils couvrant sa vision. Dans un geste doux, Edward coupe les poils. Les yeux du chien apparaissent. Il regarde Edward, lèche son visage avec affection et traverse la rue. S'en va. Ça a été le seul moment de « je tue » pur. Edward a aidé, le chien a remercié, sans attente, sans instrumentalisation, sans besoin qu'Edward continue à être utile. Gratitude sans dette, connexion sans possession. Le chien a su faire ce que personne d'autre n'a su, recevoir de l'aide et partir, sans transformer Edward en chose. C'est peut-être pour ça qu'Edward retourne cette même nuit chez les Boggs. Ne sait pas s'il peut. Mais doit. Et peut-être à cause de ça, à cause d'un regard qui l'a vu sans peur, Edward a décidé de tenter une dernière fois. Kim était là. Tension dans l'air. Chose non dite. « Serre-moi dans tes bras » demande-t-elle. Edward dit qu'il ne peut pas, va blesser. Mais elle trouve un moyen. Embrasse de face, prudente avec les lames. Pour un moment, fragile, temporaire, il y a réciprocité. Il y a toucher qui n'est pas outil, pas performance. Juste connexion. Sartre parlait des regards qui nous transforment en objets. Mais ici, dans l'étreinte impossible, Edward redevient sujet, personne. Il ne sait pas quoi faire. Reste immobile, comme si le corps entier devait réapprendre ce que c'est qu'être touché sans blesser. Mais la vie de banlieue ne permet pas les miracles. Jim revient. Kevin, le frère de Kim, traverse la rue sans voir la voiture. Edward pousse le garçon, sauve. Mais les ciseaux coupent sans le vouloir. Kevin crie au secours, pas de douleur, de frayeur. Les voisins surgissent, encerclent, accusent. Et ce que le monde voit n'est pas le sauveur, c'est le monstre aux lames ensanglantées. Fuis, supplie Kim. Edward fuit, court dans les rues entre lumière de Noël et fenêtres qui se ferment. Les mêmes gens qui l'applaudissaient maintenant le chassent. La poursuite mène au château, le même endroit où tout a commencé et où tout va finir. Le policier sympathique, celui qui a perdu le sommeil inquiet pour Edward, tire en l'air pour détourner la foule. Petite miséricorde dans un monde aveuglé par les normes, sans respect pour les différences. Edward se réfugie dans les ombres, entouré par les fantômes des choses qu'il a tenté d'être. Fils, ami, homme. Kim arrive peu après, désespéré. Jim la suit, armé, un attaque voulant tuer. Edward défend Kim. Les ciseaux font ce qu'ils font toujours, et Jim tombe mort avec un trou dans la poitrine. Le sang qui s'écoule de lui est le reflet du temps qui s'épuise avant que la foule n'arrive assoiffée de sang. Et dans cet espace de temps, Kim fait face à Edward. Son visage est une carte de douleur, l'homme et le monstre cohabitant dans la même peau. Elle s'approche, l'embrasse. « Je t'aime ». Edward vit l'amour, pas à distance, pas en émerveillement silencieux, réel, réciproque, présent. La tragédie n'est pas seulement le monde qui les sépare, c'est que l'amour d'Edward a toujours été absolu, tandis que celui de Kim naît ou se confirme trop tard entre remords, reconnaissance et désir impossible. Et c'est justement quand Edward parvient à vivre cet amour qu'il ne peut plus vivre comme il voulait.
avec elle, dans le monde, est en personne. Alors Kim fait la seule chose qui reste. Descend, trouve la foule, ment, il est mort, sauve par mensonge, par distance, par séparation qui fait mal, mais protège. Le monde croit, parce que c'est plus facile de croire à la fin que de comprendre ce qui ne rentre pas dans les mots. Edward reste au château. Kim retourne au monde. Elle tente de maintenir « je tue » à distance. Garder Edward comme « tue » dans la mémoire pendant qu'elle vit dans le monde des ceux-là. Mais « je tue » exige présence. Sans présence devient souvenir. Et le souvenir devient légende. C'est peut-être pour ça qu'elle raconte l'histoire des décennies plus tard, tentant de garder vivant ce moment sous la neige où Edward était tu, où elle a franchi la frontière. Mais raconter l'histoire, c'est aussi la réécrire. Elle ne revient jamais. Et ce n'est peut-être pas par manque de courage. C'est peut-être parce que monter signifierait affronter la question à laquelle elle ne peut jamais répondre. L'aimait-elle vraiment ? Ou a-t-elle reconnu trop tard l'humanité qu'elle a exploitée, manipulée, laissée prisonnière ? Y avait-il de l'amour dans le baiser ? Ou y avait-il adieu ? Foucault avait raison sur les sociétés disciplinaires. Elles ne détruisent pas le différent directement, tentent de normaliser. Et quand la normalisation échoue, expulse. Et quand l'expulsion est complète, oublie. La tragédie n'est pas « le monde les sépare », c'est « ils sont arrivés à des temps différents ». Il n'existait aucune configuration où les deux restaient ensemble et vivants. Le baiser peut avoir été amour ou adieu. L'étreinte qui fut réelle mais insuffisante. Le « je t'aime » qui était peut-être gratitude, appelé passion. Buber disait que le monde du cela est nécessaire. On ne peut pas vivre quand je tue. On devient fou. Mais le monde seulement de cela est l'enfer. Edward a vécu dans le monde des cela, sauf quelques moments. L'inventeur, le policier, le chien sur le trottoir, Kim sous la neige. Mais les moments ne suffisent pas. Et peut-être que la question n'est pas pourquoi Kim n'est pas revenu. La question est combien de fois par jour traitons-nous quelqu'un comme cela quand il pourrait être tu ? Combien de fois normalisons-nous, disciplinons-nous, objectifions-nous parce que c'est plus facile que de reconnaître l'humanité inconfortable devant nous ? Parce qu'au final, Edward continue au château, taillant la glace, créant une beauté que personne ne témoigne, parce qu'il n'a jamais appris « je cela », ne connaît que tu, aime Kim des décennies après, crée de la neige pour la ville qu'il a expulsée, pas parce qu'il attend quelque chose, parce que c'est ce que tu fais. Tu ne calcule pas, n'instrumentalise pas, est simplement. Et c'est peut-être ça la plus grande tragédie, pas qu'Edward était différent, mais qu'il était authentique dans un monde d'instrumentalisation.